Bonjour à tous. Alors les amis, ça va, vous tenez bon? C'est vrai que ce confinement peut porter sur le système, mais c'est vraiment important de rester chez soi. Moi le premier, la tentation de sortir est vraiment forte. Laissez-moi sauter, je veux mourir! Mais en même temps, ça m'a permis de cogiter et de vous proposer cette vidéo au format un peu spécial. Figurez-vous que dans les films, et donc forcément aussi dans les nanars, les personnages peuvent se retrouver eux aussi cloîtrés, confinés ou en proie à une menace intérieure ou extérieure. Je vous ai sélectionné 10 nanars qui sont la preuve que finalement, nous on n'est peut-être pas si mal dans nos canapés. Imaginez être coincé pendant une nuit de Noël avec une demoiselle un peu nunuche, sa collègue pète sec, un travesti au bout du rouleau, une jeune marginale enceinte, un faux Père Noël agressif ou encore un voisin farfelu. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal puisqu'on a affaire au remake américain absolument honteux de notre cultissime Père Noël est une ordure. Alors être coincé avec des personnages aussi névrosés et paumés que Félix, Zézette, Preskovic et toute la clique, il y aurait déjà de quoi se tirer une balle, mais alors avec leur version américaine complètement insipide, bonjour l'horreur. Mais bon, on lui pardonne à ce film, puisqu'il a été réalisé par Nora Ephron, à qui on doit Nuit Blanche à Seattle, Vous avez un message ou Julie et Julia. On lui pardonne aussi parce que c'est assez cocasse de voir Liev Schreiber, coutumier des rôles virils comme celui de Cotton Weary dans la saga Scream, ou celui de Ray Donovan dans la série du même nom, endosser le rôle du travesti dépressif. Et si au fond, le réveillon de Noël c'était comme le confinement, mais en condensé de quelques heures avec ces membres pénibles de la famille qu'on est obligé de supporter. Oh non, j'écris des petits machins. Sur quoi? Des t-shirts. Mixed Nuts. Allô, sauf qui veut, puis-je vous aider? Je pourrais parler à une personne du sexe opposé. Je suis une personne du sexe opposé. Demon House, en réalité Demon House 3, puisqu'en France on est incapable de sortir des films de série B sans chier quelque part dans la colle, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui se retrouvent enfermés dans une propriété avec un grand manoir qui est habité par une démone. Cette démone prend les traits d'une magnifique jeune femme pour mieux piéger ses victimes à chaque Halloween. Elle les tue et les transforme en démons qui vont continuer à hanter la demeure en sa compagnie. Faut dire qu'ils ont pas de chance les gars, parce que déjà qu'ils échappent à une fusillade dans le 8 à 8 du coin, ils se retrouvent à accepter l'invitation dans le manoir de cette fille certes bien jolie, mais très louche, en mode Sœur Halliwell mais en moins gentille. Et en moins girl power aussi, puisqu'elle est juste cantonnée à un rôle d'objet de désir. À moins que vous ayez pas de bol non plus, a priori aucun risque de trouver des démons ou quelconque manifestation surnaturelle chez vous, donc votre confinement semble mieux barré que celui qu'on nous montre dans ce film de 97. Mais enfin si vous aviez une planche Ouija chez vous, c'est peut-être le moment de lui foutre la paix. Night of the Demons 3. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, devant un film, de gueuler sur votre écran parce que le personnage principal ou les personnages principaux prennent systématiquement les décisions les plus débiles, un peu comme ça? Mais quelle nouille, envoie-le balader, qu'il aille s'exciter ailleurs! Le genre de film où si le personnage agissait de manière cohérente, on aurait le générique de fin au bout de 5 minutes. Bah voilà, avec ATM, on est pile dans ce cas de figure. On a 3 potes de boulot qui sortent d'une soirée très tard et qui décident de covoiturer au lieu de prendre un taxi. Première erreur. Sur le chemin, ils ont les crocs et ils décident de s'arrêter dans un ATM, un distributeur de billets, parce que le seul boui-boui encore ouvert ne prend que du liquide. Deuxième erreur. Là, ils se retrouvent harcelés par un maniaque, Bah c'est déjà plus corsé là, hein. et au lieu de foutre le camp quand le gars se retrouve à bricoler dans son coin, les 3 glands préfèrent rester dans le sas à se cailler les miches. Troisième erreur. Ils se retrouvent du coup tout le long du film, confinés là-dedans, à subir les assauts du tueur qui dézingue à vue chaque pékin qu'il trouve. Forcément, à ce régime, on finit par décrocher, et on a juste envie de se marrer à chaque péripétie forcément ridicule. Donc, nanar pur jus, cru 2011. Bah n'empêche, c'est en partie à cause de ce film que quand j'ai du liquide à retirer, je me fous jamais dans un sas, je préfère toujours les distributeurs à l'air libre. Libre à vous de faire pareil quand vous aurez du fric à retirer après avoir coché la bonne case de votre attestation. Y a plus de chauffage. Il a coupé le courant. Pourquoi il s'acharne sur nous? J'en sais rien. Peut-être qu'on lui a fait quelque chose. Il est seul. Et nous, on est 3. On est bloqué.
Alors non, c'est pas du tout l'adaptation au cinéma d'une fable de La Fontaine. Avant d'aller dormir, je vais vous raconter Le Loup et l'Agneau. Dans ce film, que je considère comme le dernier des 2 seuls nanars de la carrière de Louis de Funès, le premier étant Le Gendarme et les extraterrestres dont j'ai parlé dans une de mes premières chroniques, le personnage principal, accompagné de 2 autostoppeurs, chute d'une falaise au volant de sa voiture et se retrouve au sommet d'un pin parasol qui pousse sur la falaise. On a donc une intrigue qui réussit l'exploit de se passer la majeure partie du temps dans le confinement d'à peu près 2 mètres carrés seulement d'habitacle d'une voiture. En faisant fi des boulettes scénaristiques de ce film, on peut apprécier l'intrigue qui reste très originale, la parodie de Nosferatu, la présence au casting de Géraldine Chaplin, la fille de Charlot, et d'Alice Sapritch, qui joue la femme de notre Fufu national avant leur retrouvaille dans la folie des grandeurs. Si vous voulez bader un peu, je peux toujours vous dire que ce film est inspiré d'un fait divers de la fin des années 60, et que le premier scénario écrit autour de ça était celui d'un drame prévu pour Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot. Mais en regardant sur un arbre perché, même si on se marre quand même beaucoup, on peut relativiser en se disant qu'on pourrait tout aussi bien se sentir cloîtré dans l'espace le plus vaste possible. Imaginons maintenant que vous soyez prisonnier avec quelques autres malheureux dans un Rubik's Cube géant, dont les cases bougent et dont certaines cachent des pièges mortels. Le but est donc de trouver la solution pour sortir vivant de ce casse-tête. Ça, du moins, c'est le pitch de Cube, un film génial qui a réinventé le film d'horreur. Gros succès, c'était sûr qu'il aurait une suite un jour ou l'autre. Dans ce film, en plus de se débattre entre les pièges et les pièces qui bougent, nos malheureux prisonniers doivent faire face à une 4ème dimension incluse dans ce nouveau cube, la relativité du temps. Alors là, il y a 2 écoles. Soit on considère que c'est un élément intéressant qui permet de faire évoluer la saga, soit on considère que c'est le meilleur moyen pour faire un film nébuleux et incohérent, jusqu'à en faire un pur nanar. Je vous laisse déduire quelle école j'ai choisi. Heureusement, les frais de scolarité sont pas chers. Bref, reste que nos personnages sont enfermés dans ce cube géant et qu'ils naviguent de pièce identique en pièce identique, de sorte qu'on a l'impression qu'ils ne quittent jamais la même pièce qui doit faire 10 mètres carrés maximum, et ça c'est bien oppressant. Alors parmi les éventuels amis parisiens, j'imagine que ça vous stressera pas plus que ça, vous êtes habitués au pire. Encore que les mansardes parisiennes ont des fenêtres, je présume, mais pour les autres, dites-vous bien que vous échappez au confinement dans une pièce entièrement close de quelques mètres carrés, et à moins d'être masochiste, le seul piège mortel à rester confiné chez vous consistera à canner du cholestérol ou du diabète à force de vous venger sur vos placards. Ils arrivent. Je refuse de mourir ici. Cube 2. Hypercube. Il n'y a aucune règle. Nine Dead, le sceau du pauvre. Encore que, quand on voit les décors et les scénarios de cette saga, surtout à la fin, il suffisait de peu pour que Nine Dead en soit un opus supplémentaire. Nine Dead, c'est l'histoire d'une galerie de personnages peu recommandables. Ils sont pas méchants, ils sont méchants. Qu'un homme masqué enchaîne dans une cave, et il menace d'en tuer un toutes les 10 minutes s'ils ne parviennent pas à lui avouer leur dénominateur commun à chaque fois qu'il se pointe. C'est très moche, mais jusque-là, rien d'exceptionnel dans l'optique d'un film d'horreur. Là où ça devient un peu plus choucard, c'est que l'un des personnages principaux du film est joué par Melissa Joan Hart, l'inoubliable Sabrina l'apprentie sorcière, la version sitcom des années 90 où elle nous faisait rire dans son rôle de Samantha Stevens des temps modernes. Par contre, dans ce film, elle nous fait plus rire du tout, puisqu'elle joue l'une des victimes d'un maniaque forcé à dévoiler les détails les plus sordides de son passé pour échapper à la mort. C'est ce qu'on appelle un rôle à contre-emploi. La voilà donc forcée à voir des inconnus se faire dégommer en attendant fébrilement son tour dans cette cave moisie. Comme le trip Natacha Campouche c'est pas trop notre tasse de thé, même confiné, c'est quand même bien cool d'avoir encore le loisir d'utiliser les menottes autrement pour bref. Des menottes de mon week-end. Nothing is going to take away what I have in store for you and the others. Why are you here? Shyamalan, c'est le réalisateur reconnu d'Incassable, de Sixième Sens, du Village, etc. Comme beaucoup de réalisateurs de génie, il a aussi eu une période sombre. Et dans cette période creuse, Shyamalan n'a pas fait que réaliser des conneries, il en a aussi produit. Ce film mélange le genre très cloisonné
Du film d'horreur se déroulant dans un ascenseur avec une intrigue mystique autour de la figure du diable. Lors d'une journée un peu particulière, le sort semble s'acharner sur un immeuble où s'accumulent des morts inexpliquées, et plus particulièrement dans un ascenseur dans lequel sont réunies des personnes aux personnalités très différentes. Alors une fois passés les personnages traditionnellement clichés de ce genre de film d'horreur, en commençant par le claustro qui fait chier tout le monde et la petite vieille qui fait toujours partie des premières victimes, on peut s'angoisser d'un confinement à deux niveaux. D'abord le confinement du gratte-ciel où se passe l'action, l'intrigue voulant que l'immeuble se retrouve bouclé pour les besoins de l'enquête déclenchée par les événements de l'ascenseur, et ensuite le confinement beaucoup plus anxiogène de l'ascenseur lui-même où se passe la moitié de l'intrigue. Alors je sais pas vous, mais moi une fois que j'ai vu le film, j'étais bien content d'avoir qu'un escalier pour monter à mon appart. Si jamais vous avez un ascenseur, on sait jamais, utilisez vos pieds. C'était quoi ça? Oh non! Ça va? Vous saignez. Attendez. Oh merde. On dirait que quelque chose m'a mordu. Personne n'a quelque chose de tranchant sur soi, sur lequel elle aurait pu se couper? Non! Ça vous gêne pas si je fouille dans vos poches? Si ça me gêne, vous voulez que je fouille dans les vôtres? C'était quoi ça? On dirait qu'il est bloqué. C'est coincé. Ne m'approchez pas. Personne ne m'approche. J'essaie de vous battre, compris? Qui êtes-vous? Pendant cette période de confinement, certains parmi nous ont la chance d'avoir un animal de compagnie. Même si je reconnais à titre très personnel que les chats sont des petites saletés égoïstes, ils peuvent apporter beaucoup de réconfort à ceux qui ont un chat chez eux. Enfin, à ceux qui habitent chez leur chat. Dans le clandestin, une jolie petite boule de poil, c'est une vraie peluche, hein, au sens propre. Ce chat, donc, s'échappe du labo où il servait de cobaye, et se transforme en gremlin sanguinaire. L'originalité du machin, c'est que le gremlin en question se retrouve embarqué sur un yacht. Enfin, un bateau pour enfants. Playmobil, en avant les histoires. Puisqu'on voit la moitié du temps que c'est une maquette pas très bien fichue. Bref. Et ben notre chat, donc, il embarque sur un yacht où se côtoient par une certaine audace scénaristique détruisant des demoiselles en quête d'amour et de jeunes... Et c'est cet enfermement au large des côtes américaines qui va permettre à notre bestiole de faire un carnage parmi les passagers, en y hackant tout ce qui peut être apporté de mâchoire ou de mandibule. Ça peut être une bonne idée de faire une visite de routine chez le veto avant le prochain départ en vacances, non? Ce n'est qu'un chat. Depuis le film espagnol Rec, qui a connu des suites pour le meilleur ou pour le pire, oui, le 3 est bien aussi, oui. Il semble que le cinéma d'horreur espagnol affectionne de situer ses intrigues dans les immeubles flippants. Bon, ça, en soi, c'est plutôt une bonne idée, si tant est qu'elle soit bien exploitée, mais quand le film consiste à cloîtrer un jeune couple dans l'immeuble et de les faire poursuivre par des mecs chelous engagés par une agence immobilière pour vider complètement les lieux, ça score déjà beaucoup plus. Comme pour ATM, le film serait bouclé en un quart d'heure, si les personnages faisaient par exemple une corde à nœuds avec les draps dans un des appartements et se tiraient par la fenêtre. Donc bon, c'est bancal, mais on va faire avec. Le sel de ce film de 2015, du coup, c'est de savoir si et comment le couple de héros va réussir à se tirer de l'immeuble et échapper aux tarés qui les poursuivent. Ça laisse au film l'occasion d'une tribune sur les scandales d'expulsion, en particulier des personnes âgées et démunies. Et ça nous permet à nous aussi de relativiser, d'apprécier la situation d'avoir un bon chez soi, et aussi de s'inquiéter si on a des voisins âgés, à condition qu'ils soient pas en mode Tati Daniel. Il faut qu'on se barre. Attends, on peut pas sortir d'ici.
Et enfin, Hatchet 4, renommé Victor Crowley dans certaines éditions. Dans cette saga, un tueur à mi-chemin entre Candyman et Jason Voorhees hante un bayou de Louisiane et massacre quiconque croise son chemin. Cette saga a une place particulière dans ma DVD Tech et j'espère avoir l'occasion de vous en reparler prochainement. Mais pour le moment, concentrons-nous sur ce 4e épisode. Si les autres films ne montrent à aucun moment un quelconque enfermement, celui-ci prétexte un crash d'avion dans le bayou pour confiner ses personnages dans la carlingue, ce qui leur fournit une protection relative contre Victor, le tueur en série. On n'est pas dans la merde. Complètement barge, ce film repousse les limites du gore et fourmille d'idées toutes plus cracra les unes que les autres pour en faire un nanar complètement assumé, et c'est totalement jouissif. En plus, le tueur est incarné par Kane Hodder, qui avait déjà prêté sa silhouette à Jason Voorhees, le plus souvent dans les Vendredis 13, il l'a incarné 4 fois. Dans ce film, on a donc un crash d'avion, des personnages coincés dans la carlingue à la merci d'un tueur sans pitié, et pour couronner le tout, comme l'avion a le mauvais goût de se cracher en plein marais, l'eau s'infiltre et menace aussi les passagers. Ça fait beaucoup. Pas de quoi nous faire peur à nous, pauvres petits confinés, puisque de toute façon, même si on pouvait prendre des vacances très loin, pas la peine de paniquer, pas de possibilité de prendre l'avion avant au moins le mois de juillet. Look, see? I don't even think it's a motion sensor. I think it's on a timer. He's coming back! Austin's dead. Dude, I'm right here. Austin's alive. Go to hell, you ugly bastard! Voilà, j'espère que cette petite sélection de films de confinement vous aura plu. En fait, le coronavirus, c'est comme les nanars. C'est encore en restant peinard chez soi devant son écran qu'on a le mieux la chance d'en venir à bout. Je vous dis à très bientôt pour reprendre le cours normal des épisodes des Chroniques de Tarabas. A plus!